Bonjour à tous. On se retrouve donc ce vendredi pour accueillir le docteur Silva, qui est le directeur de la clinique Ferticentro à Coimbra au Portugal. Et puis, c'est pour nous l'occasion de discuter un peu déjà de parler de la clinique Ferticentro et de parler de comment se passent les traitements au Portugal, le don d'ovocytes, le fait que ce soit non anonyme, et pour vous de poser les questions, de savoir en fait quelles sont un peu les différences, le Portugal, enfin qu'est-ce que peut vous apporter le Portugal. Alors, merci beaucoup, docteur Silva, d'être avec nous. Je vous laisse peut-être un peu vous présenter la clinique, ce que vous avez envie de nous dire au sujet de la clinique. Bon, bonjour Adva, bonjour Julie, enchanté d'être ici, merci pour l'invitation. Bonjour à tous qui nous écoutent. Je vais parler un peu de notre clinique et aussi du Portugal en tant que destination PMA. Alors, commençons par la clinique. Ferticentro vient juste de compléter 20 ans d'activité, donc nous sommes déjà une clinique qui a quand même une certaine expérience. Nous avons déménagé pour des nouvelles installations il y a 4 mois. Donc, nous sommes une clinique très moderne, très grande. Les nouvelles installations sont le double des installations antérieures et donc nous avons maintenant beaucoup d'espace, etc. Même au niveau technologique, les nouvelles installations, bon, les anciennes étaient déjà très bien, mais les nouvelles sont encore mieux. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut au niveau technologique, bien sûr, les choses habituelles dans les cliniques de PMA. Nous sommes un peu une clinique de référence dans ce domaine exactement par cette raison. Par rapport au Portugal, le Portugal a certaines particularités dans la PMA. Tout d'abord parce que nous avons, à mon avis, la loi plus progressiste de l'Europe dans ce domaine. Quelles sont donc les différences les plus importantes par rapport aux autres pays? Tout d'abord, ce que vous disiez, les dons ne sont pas anonymes, c'est-à-dire ça, c'est un droit d'accès aux origines à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que ça signifie? Pour les patientes qui font des dons, les enfants issus de ce don à l'âge de 18 ans ont le droit d'accès à l'identité du donneur ou de la donneuse. Ça, c'est un droit des enfants, ce n'est pas un droit des parents, ce n'est pas non plus un droit des donneurs. L'accès à l'identité des donneurs est une garantie de l'État portugais. Donc, même si une clinique ferme, l'État portugais aura toujours ces informations et elles sont gardées pendant 75 ans. Vous êtes en Suisse, 75 ans. On a beaucoup de Français. OK. Donc, ça, c'est une garantie, c'est-à-dire même si à l'âge de 18 ans, l'enfant n'est pas intéressé d'avoir ces informations, il peut changer d'avis à l'âge 20, 30, 40 parce que les informations resteront toujours disponibles. L'autre chose qui est différente, et au Portugal, nous avons, disons, un système culturel qui nous permet d'avoir des donneurs et donneuses, même avec cette question de la loi, parce que c'est une différence par rapport aux autres pays où il y a le non-anonymat, comme par exemple le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Austrie, etc. Tous ces pays. Le Danemark aussi, non? La Danemark n'a pas d'endovocyte. Donc, D'accord. bon, pour le don et ils ont un système mixte pour le don de sperme. Donc, ce n'est pas D'accord. exactement la même chose. Donc, mais la majorité de ces pays ont des grands problèmes, surtout au niveau des donneurs d'ovocytes. Au Portugal, non, nous n'avons pas ce type de problème.
par une question, je pense que culturelle, je pense que c'est, enfin, en fait, après l'enlèvement de l'anonymat, nous avons une augmentation énorme du nombre de donneuses intéressées. Donc, c'est une particularité. L'autre chose ici qui est différente par rapport aux autres pays, c'est que les dons sont limités. Par exemple, au Portugal, une donneuse ne peut donner que 4 fois pendant toute sa vie. Et ces 4 fois doivent être séparées par un mois, au moins 3 mois. Donc, il y a des pays dans lesquels, et bien sûr, il y a un contrôle réel sur le nombre de dons. C'est-à-dire, avant de commencer un cycle de dons d'ovocytes, par exemple, nous sommes obligés à vérifier auprès du site de l'autorité portugaise de la PMA si la donneuse est éligible pour faire un don. Et donc, il faut qu'on va en ligne vérifier ça. Avec cette vérification, nous recevons un code de don et si nous n'avons pas ce code de don, on n'a pas le droit de commencer une stimulation. Okay? Et donc, il y a d'autres pays où il y a des limitations théoriques dans la loi, mais en pratique, ça n'existe pas parce que chaque clinique peut contrôler ses propres dons. Il y a des vies, par exemple, en Espagne, République tchèque, etc., dans lesquelles il y a pas mal de cliniques et chaque clinique a le pouvoir de contrôler le nombre de dons chez lui. Dans son entité. Exactement, mais pas dans la clinique de l'autre côté de la rue. Okay? Et donc, En fait, excusez-moi de vous stopper. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est enregistré au niveau de l'État, en fait. oui, C'est-à-dire que c'est une base de données nationale et donc tout est vraiment enregistré. Vous me disiez, je pense que vous en allez en parler aussi, mais le dédommagement des donneuses, tout passe, en fait, c'est vraiment par l'organe, c'est pas les cliniques, en fait. C'est par Oui, l'État. exactement. Il y a une entité indépendante des cliniques, c'est l'autorité portugaise de la PMA, le CNPMA, qui contrôle ces informations, qui surveille les informations, qui fait des inspections aux cliniques pour vérifier que tout est fait. Et donc, parce que ce n'est pas suffisant d'avoir ces garanties dans la loi, c'est aussi nécessaire que ça soit contrôlé, parce que sinon, c'est la même chose que n'avoir rien. L'autre chose, c'est exactement le dédommagement ordonnance. Au Portugal, ça c'est fixé dans la loi, c'est 887 euros. C'est la même chose c'est actualisé annuellement et c'est la même chose pour toutes les cliniques publiques et privées. Nous ne pouvons payer plus, on ne peut pas payer moins. Nous ne sommes pas autorisés à payer en espèces, c'est toujours par virement bancaire ou chèque. Il faut que les donneurs signent un reçu et nous sommes obligés à garder une preuve de paiement. Donc, au moment des inspections, l'autorité de la PMA nous demande des preuves de paiement pour chaque donneuse, le reçu signé, etc. Donc, encore une fois, c'est très transparent. C'est fixé pour les donneurs de sperme, c'est 44 euros par don. Et donc, c'est aussi fixé dans la loi et donc, c'est très clair. Et donc, je pense que ça aide à contrôler parce qu'il n'y a pas une compétition pour les donneuses. Tous nous connaissons des vies où il y a pas mal de cliniques qui ont une espèce de compétition, qui payent beaucoup aux donneuses et ça change un peu la motivation pour le don. Bien sûr, le fait d'avoir les dons contrôlés a des avantages parce que actuellement, par exemple, avec les banques d'ADN que nous avons partout, aujourd'hui, c'est déjà possible de trouver un donneur. Okay? Si vous envoyez votre ADN pour une banque d'ADN internationale, vous recevez comme réponse, on a 3 de mes sœurs et de mes frères, 37 cousins, etc. Souhaitez-vous être mis en contact avec eux? Et si vous payez, je ne sais pas combien, plus vous êtes en contact avec ces personnes. Donc, avec ça, même si le donneur
où la donneuse n'envoie pas son ADN pour ses banques d'ADN, c'est suffisant que 2 ou 3 de ses cousins l'ont envoyé et ça c'est immédiatement identifié. La même chose, si vous ne savez pas que vous êtes issu d'un don et vous avez des demi-sœurs et demi-frères enregistrés ou des cousins que vous ne connaissez pas, ça sera très facile à identifier. Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'une grande partie de ces donneurs, des personnes qui ont donné d'une façon anonyme, ont été trouvées par les enfants, les personnes issues d'un don. Et donc, ils sont des personnes qui ne sont pas en attente d'être trouvées, qui n'ont pas donné son accord pour être trouvées, qui ont sa propre vie, qui ont tout organisé d'une certaine façon et qui sont, bon, d'un moment à l'autre, ils ont quelqu'un à la porte qui leur dit, je suis ton enfant, etc. Ça peut, c'est différent quand les dons ne sont pas anonymes, parce que les personnes ont été d'accord pour révéler son identité, et elles ont été informées de que ça va arriver. Okay? Et donc, au moment où ils font le don, ils sont d'accord pour enlever son identité. Donc, c'est comme ils ont passé par un rendez-vous avec la psychologue, ils ont pas mal de rendez-vous, en effet, donc ils ont clarifié ces doutes, ils ont été conseillés, et donc c'est une décision consciente, c'est quelque chose qui est attendu, c'est pas une surprise pour les personnes, pour les donneurs et donneuses. Et donc, c'est pas bon si quelqu'un, si vous trouvez votre donneur de sperme, par exemple, d'ici à 18 ans, et cette personne n'est pas d'accord, est surprise d'être trouvée. Donc, c'est quelque chose qui peut même causer des problèmes au niveau émotionnel, psychologique. C'est pas agréable de voir que le donneur n'est pas content, il est un peu surpris d'être harcelé. Et donc, c'est un peu, euh, c'est-à-dire, c'est faire les choses d'une façon contrôlée ou pas contrôlée. Okay. Et donc, je pense que ça, ce sont les différences les plus importantes du Portugal par rapport au reste des pays. Je pense que les dons anonymes d'ici à 10 ans, tout le monde les aura. Okay. Je pense que tout... Pardon, oui, j'avais la perceuse en fait. En fait, c'est vrai que beaucoup de pays en Europe sont en train de parler, de passer aux dons non anonymes, justement par rapport à la question, tous ces tests génétiques qui se font maintenant dans les tests d'ADN en fait, qu'on fait dans les grandes bases. Beaucoup en parlent, mais c'est vrai que ce n'est pas encore d'actualité. Mais vous pensez que d'ici 10 ans, tout le monde sera en don non anonyme en fait? Oui, sans doute. Je pense que c'est un peu comme le mariage homosexuel. Il y a un pays, ensuite autre, et maintenant, c'est un peu bizarre d'avoir des pays qui ne l'autorisent pas. Je pense que d'ici à 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, mais on va penser comment était-il possible que les dons n'étaient pas anonymes au passé. Et je pense que actuellement, si actuellement, 2022, avec les technologies actuelles, il est relativement facile de trouver un donneur. Comme je pense que d'ici à 20 ans, en 2042, ça sera encore plus facile, okay, avec le développement technologique et tout ça. Donc, je pense que c'est un peu la réalité, c'est un peu aussi inévitable que ça arrive. Et donc, c'est un peu l'avenir de la reproduction médicalement assistée. Et en même temps, ça va aussi avoir un effet bénéfique même pour les pays où le nombre de dons par donneuse n'est pas contrôlé. Si les donneuses ne sont pas anonymes, ça va diminuer. Le fait qu'il y a des donneurs qui donnent plusieurs fois, je pense que personne ne souhaite pas trouver que sa donneuse a donné pour 10, 15 autres patientes et qui a beaucoup d'enfants perdus un peu partout. Donc, je pense que
pour cette raison, c'est un peu inévitable que ça change complètement. Et j'ai juste une question pour clarifier justement ce non-anonymat. Donc, l'enfant, alors, on va en parler, comment se fait le choix des donneuses, parce que ce n'est pas parce que c'est non anonyme que finalement on peut choisir sa donneuse. C'est en fait que ça se passe exactement comme dans les autres pays. C'est finalement la clinique qui va choisir la donneuse sur le phénotype. Vous allez nous en parler. Mais donc, on est d'accord que l'enfant, à sa majorité, donc à 18 ans, va pouvoir revenir à ce centre qui regroupe toutes les informations au niveau des donneuses, avoir le nom de sa donneuse et éventuellement pouvoir la contacter, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le choix de la donneuse est fait par la clinique. Ici au Portugal, nous travaillons, au moins chez Ferticentro, on travaille d'une façon, disons, plus ouverte que les autres pays. Euh, c'est un peu pareil à ce qui se passe à la Danemark par rapport aux donneurs de sperme, sauf qu'ici, nous ne partageons pas des photos. Donc, c'est la seule différence. Maintenant, nous sommes en train de préparer des profils détaillés pour toutes nos donneuses d'ovocytes et tous nos donneurs de sperme. Ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps parce que c'est énorme. Mais et donc, il y a un profil de 400 pages pour chaque donneur, OK, et donc aux donneuses. Donc, au moment où nous vous proposons une donneuse, par exemple, on va vous dire la donneuse 1, 2, 3, 4, OK? Elle a 25 ans, elle a fait des études de pharmacie, elle met 1,70 m, il est marron, cheveux marrons, caucasienne. Elle a fait cette liste d'examens et on donne les tests génétiques, etc., les prises de sang que la donneuse a été faite, enfin, tout ça. Et au-delà de ça, il y a un profil psychologique qui concerne la manière comme la donneuse voit le don, enfin, qu'est-ce qu'elle pense du fait d'être donneuse, ce genre de choses. Et je peux même partager, on peut partager. Oui, tout à fait. Oui, Oui. ok. Donc, Volontiers, je pense que c'est intéressant pour tout le monde de oui, voir. je n'étais pas préparé, mais je trouve d'une façon aléatoire un profil. Je vais juste le chercher ici. C'est un profil complètement aléatoire, OK? Justement, il y a quelqu'un qui demandait quels sont les tests génétiques sur les donneuses, quels sont les tests. Donc, on va pouvoir répondre effectivement à cette demande de manière bien OK. détaillée. Donc, je vais vous donner un exemple complètement aléatoire. OK? C'est le premier que j'ai trouvé ici. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que, je ne sais pas si j'ai le droit de partager. Alors, comment je vous donne le Euh, droit de partager? Non, c'est de mon côté un petit problème, mais je le vérifie. OK. Ah, OK. Donc, ça ne me permet pas sans sortir de Zoom. Est-ce que si je vous mets nommer co-animateur, peut-être que vous pourrez le faire. Ah, c'est bon, peut-être. Voilà, Vous voyez voilà, mon écran? voilà. Oui, OK. Ça c'est un profil d'une donneuse d'ovocytes. OK. C'est, comme je disais, un profil aléatoire. Donc, et vous voyez le type d'information qu'on peut partager. Information générale, caractéristiques physiques, par exemple, cette donneuse, elle est caucasienne, peau blanche, lèvres fines, 1,58 m, bon, etc. Pointure, taille de vêtements. Il y a aussi des informations un peu bêtes, mais les langues que la donneuse parle, ce qui est important en termes de contact dans l'avenir, mais ce type d'informations qui semblent un peu bêtes sont importantes pour que la personne, bon, tout d'abord, pour que les patientes
la notion qu'il a une personne derrière le don. Cette personne a partagé son matériel génétique, elle a été d'accord pour faire le don, donc il y a une personne et ça aide à former une image, une idée de qui est cette personne. Par exemple, dans ce cas particulier, cette donneuse est infirmière, elle a fait une maîtrise, donc il y a quelques sur son évaluation psychologique. Dans ce cas, elle a un fonctionnement psychologique visiblement adapté, absence de pathologie mentale, etc. Point positif, point négatif. Enfin, il y a des choses sur la donneuse, même au niveau personnel. La donneuse a été d'accord pour partager tout ça. Nous sommes limités aux informations que la donneuse nous autorise à partager. Il y a des donneuses qui partagent plus d'informations, il y a des donneuses qui donnent moins d'informations parce que ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu variable d'une personne à l'autre. La motivation pour le don, il y a des donneuses qui écrivent des messages, des lettres pour des patientes qui font le traitement, pour des enfants, etc. Donc, par exemple, des informations aussi sur son mode de vie. Par exemple, cette personne est mariée, elle a un enfant, ne fait pas de sport, joue de la guitare, enfin. Il y a des choses, des préoccupations sociales, politiques, etc. Les rêves de la donneuse, les personnes les plus importantes, les moments qui ont plus importants de sa vie et aussi des choses un peu plus bêtes, animal préféré, couleur préférée, plat préféré, style de musique, livre préféré, acteur préféré, enfin. Il y a aussi des informations concernant son arbre généalogique. Euh, Encore une fois, ça dépend un peu du type d'information que les données sont disponibles pour partager. Et donc, nous avons ça. Au-delà de ça, nous avons un deuxième document qui est le profil médical. Je vais arrêter ça. Je peux vous donner le même document pour la même donneuse. Donc, 30 secondes. C'est super intéressant. Je pense que les gens sont... Ça Ah bah intéresse oui, tous les gens ils de demandent voir de ça, tout le hein. temps. Ah mais c'est clair. Je Ils partage à demandent de nouveau. Donc, souvent. ici, c'est un document médical. Donc, enfin, Mhm. caractéristiques physiques, euh, niveau d'études, profession, des tests qui ont été faits à la donneuse. Ce sont des tests légalement obligatoires. 100% des donneuses font ce type de test. Comment est-ce qu'on fait les examens en général pour la donneuse. Ensuite, les tests génétiques auxquels la donneuse a été soumise. On sait que dans le cas particulier de cette donneuse, elle n'est pas porteuse d'aucune de ces maladies. Okay? Elle a été étudiée. Bien sûr, on peut on peut étudier d'autres maladies parce qu'on garde l'ADN des donneuses et nous avons des bilans même avec, on peut arriver même à 2200 maladies différentes. C'est toute une autre histoire. OK, il y a des choses que nous ne pouvons pas parler de ça si vous le voulez, mais donc il y a des problèmes éthiques. C'est un peu comme une boîte de Pandora, mais je peux vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Mais bon, il y a de plus en plus des patientes qui le demandent et on le fait presque toutes les semaines. Bien que je ne suis pas un grand défenseur de ce type de test, c'est quelque chose qu'on fait quand même. Alors, juste, voilà, juste peut-être pour expliquer, donc, les donneuses ont certains tests génétiques qui sont demandés par la loi, par les CHRE. Je crois que c'est 2 ou 3 qui sont Oui, obligatoires. Là, vous avez montré qu'elle avait à peu près une dizaine, je n'ai pas compté, de tests. Donc, au niveau de la probabilité, c'est celles qui apparaissent le plus dans la population. Donc, c'est pour ça que vous les faites. Maintenant, on est tous porteurs finalement de maladies, mais ce qu'on appelle les maladies monogéniques qui sont sur un gène. Le fait qu'on n'exprime pas cette maladie, ça veut dire qu'on ne les a pas sur les 2 gènes. Et ce qui peut arriver, c'est que si on se met avec une personne qui est porteuse de ce gène également, bah, la maladie se développe.
Donc, ce que font les gens, c'est ce qu'on appelle le career test. Vous me dites, hein, moi, mon travail, c'est de simplifier un petit peu les choses. C'est Oui, un peu mais comme c'est ça bon. que, voilà. Et l'idée, en fait, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles souhaitent avoir recours à une donneuse, se dire, on va analyser plus de maladies et comparer à ce dont les maladies sont porteuses le conjoint. Et en Mhm, fait, on veut, quand vous parliez de 2500, on va regarder sur 2500 maladies les plus fréquentes, mhm. est-ce qu'ils ont des gènes en commun? Ils sont porteurs les deux, parce que le but, c'est qu'ils ne soient pas porteurs de... La donneuse sera porteuse certainement de certaines maladies, mais ce qu'il faut, c'est que l'homme ne le soit pas. Statistiquement, quand on fait un bébé dans un couple, on ne fait pas du tout ce genre de test. C'est un peu pour ça que vous disiez que vous n'êtes pas trop pour, c'est-à-dire que normalement, quand on le fait pas, c'est vrai que quand on fait un don, on a envie de vraiment de tester beaucoup de choses. Mais alors déjà, et vous nous expliquerez après pourquoi vous êtes un peu plus réfractaire, mais on essaye de tester pas trop de choses non plus parce que ça peut poser des problèmes. Et en fait, finalement, on ne teste pas parce qu'il y a des milliers de maladies et on ne peut pas tout tester. Donc, on écarte une probabilité de maladies les plus fréquentes, mais ça n'empêche pas de ne pas avoir quelque chose. Oui, alors c'est vrai tout ce que vous dites. Je vais juste ajouter quelques précisions et ensuite j'expliquerai pourquoi est-ce que je suis un peu réfractaire à ce type de test. Donc, on parle des maladies récessives, c'est-à-dire ce type de maladie ne se manifeste que si les deux personnes, si nous avons les deux gènes affectés. Donc, deux personnes qui portent le gène mais qui ne sont pas affectées ont 25% de probabilité d'avoir un enfant malade. Okay? Et donc, avec ce test, ça nous permet de vérifier si la donneuse est porteuse du même type de gène ou le donneur de sperme, mais dans le cas de la donneuse, que l'élément masculin du couple. Okay? Et donc, et on peut faire ça pour 2200 maladies. Bien sûr, quels sont les pros et quels sont les contre à faveur de la réalisation de ce test. C'est sans doute plus sauf. Okay? Parce que si on peut enlever 2200 maladies de l'équation, ça nous rassure inégal. Alors, cependant, on sait que nous sommes tous porteurs de quelque chose. Okay? Je n'ai jamais fait le test, mais j'imagine que je serai porteur de 4 ou 5 maladies. Nous avons même déjà les patients avec plus de maladies que nous avons, il était porteur de 12 maladies. Okay? Bien sûr, nous avons, je pense que 2 patients qui n'ont pas été porteurs d'aucune de ces maladies. Okay. Donc, ça peut arriver quand même. Et bien sûr, au-delà de ces 2200, il y a autres maladies. Donc, actuellement, les nouvelles données que nous avons, elles sont déjà testées pour 75 maladies au départ. Okay? La loi n'exige que 3 maladies. Et donc, à l'époque où cette donneuse a donné, on testait pour 10. Actuellement, c'est 75. Bien sûr, ce sont seulement les nouvelles donneuses. L'autre chose ici, c'est qu'il y a d'autres maladies et donc ça peut nous donner une fausse sensation de sécurité. Et une autre chose aussi, c'est que pour chaque maladie, c'est un peu comme le COVID. Vous savez, il y a le variant Delta, le variant Omicron, etc. Et c'est la même chose pour les maladies génétiques. Par exemple, pour la mucoviscidose, il y a 1500 types différents de variantes pour cette maladie génétique. Il y a pas mal de variantes pour beaucoup de gènes et ce type de tests, de carrière tests, ce sont des tests qui concernent les variantes, les mutations les plus habituelles, pas les plus rares. Encore une fois, ça peut donner une fausse sensation de sécurité. Au-delà de ça, il y a, et pour moi, c'est le problème le plus important. Tout d'abord, à partir du moment où nous recevons l'information de que, imagine, je fais le test et je reçois un rapport qui dit, vous êtes porteur de 4 maladies desquelles je n'ai jamais entendu parler. Okay? Et donc, à partir de ce moment, à chaque fois que je fais un traitement de PMA, je serai
obligé à faire ce traitement parce que je ne peux pas vivre avec cette information sans faire tout pour exclure la possibilité que mon enfant a la même maladie. Au-delà de ça, par exemple, j'ai une sœur. OK? Donc, si ma sœur, donc ma sœur, en tant que ma sœur, elle peut aussi porter les mêmes maladies que moi parce que nous sommes issus du même père et de la même mère. Et donc, si je fais ce type de test, je serai peut-être, et si ma sœur souhaite aussi avoir ses propres enfants, je serai dans la possession d'une information extrêmement relevante pour ma sœur. Et donc, mais peut-être que je ne veux pas partager avec elle le fait que moi, en tant que couple, fais recours à un don d'ovocytes parce que c'est une décision très privée, une chose qui reste dans le couple, etc. Donc, j'ai deux options. Soit je cache une information importante de ma sœur, soit je partage une information relevante avec ma sœur, mais en même temps, je vais un peu révéler ce que j'ai fait en tant que traitement de l'infertilité. Pour beaucoup de personnes, ça ne pose pas un problème, mais ça peut aussi être, on sait toujours bien que dans les familles, ce genre de choses sont parfois très difficiles à partager. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées. En même temps, il y a l'enfant né parce que même si je fais le test et je sais que mon enfant n'aura pas la maladie, il pourra être porteur de ça. Et donc, j'ai deux options. Soit je dis à mon enfant à l'âge de 18 ans, il faut que tu sois testé par rapport à ça pour vérifier si tu es porteur des mêmes maladies que moi. Soit je cache ces informations et en même temps, ça cause des problèmes pour l'avenir reproductif de mon enfant parce que peut-être qu'il n'a pas un problème d'infertilité, il va essayer d'avoir ses enfants naturellement. Ou soit j'ai ces informations avec moi et je ne souhaite pas partager ça parce que mon enfant a encore 10 ans, 11 ans et donc il n'est pas capable de comprendre ça et j'ai peur que quelque chose arrive, et donc c'est quelque chose et peut-être que je ne serai pas ici au moment où où il va essayer d'avoir ses propres enfants. Donc, c'est-à-dire, ça pose pas mal de questions, ok? Je pense que c'est quelque chose qui est acceptable, qui peuvent être faites, mais sur laquelle il faut que les personnes pensent, réfléchissent beaucoup avant de se lancer dans la réalisation de ces tests. Parce que si tout le monde est confortable avec ce genre de décision, aucun souci, c'est sans doute plus sauf. En même temps, c'est un peu indiscutible que ça c'est comme une boîte de Pandora, parce que avoir trop d'informations cause aussi un peu c'est comme vous disiez, quand on essaye d'avoir un enfant naturellement, on va pas on va pas, on va pas si on connaît quelqu'un avec qui on souhaite avoir un enfant, on va pas leur demander, bon, mais tu es porteuse de quoi? Et moi, je suis porteur de ces trois maladies. Non, c'est pas un facteur de choix. Donc, et donc, par cette raison, je pense qu'il faut bien réfléchir sur les choses, prendre des décisions informées. Dans le cas des cliniques, parler bien avec les patientes, éviter, parce que ça arrive pas mal de fois, que ce genre de conseils sont donnés par des coordinatrices de traitement, pas par des généticiens, pas par des gynécologues. Et donc, il y a toujours une manière un peu plus commerciale de parler de ce type de test et ça peut, c'est-à-dire, ça peut causer un peu de problème aux patientes qui prennent ce genre de décision sans être bien informées ou au moins informées d'une façon correcte sur ce type de test. Mais, encore une fois, c'est sans doute plus sauf. OK? Et, C'est-
Et justement, si on souhaite faire un career test chez Ferticentro, est-ce que vous proposez un rendez-vous avec un généticien avant de le faire Oui, donc normalement, même au Portugal, c'est même légalement obligatoire. Donc, ce qu'on fait, c'est tout d'abord, on parle avec les patientes, nous essayons d'expliquer les choses. On dira aux patients, c'est très probable que vous soyez porteur de 3, 4 maladies. Okay? C'est normal, c'est la moyenne, dépendant du type de test qui ont fait. La probabilité d'avoir un enfant affecté va être un peu variable, mais j'ai par exemple ici, je peux vous donner la statistique. Euh, euh, Juste pour information, c'est aussi un peu parce que donc 30 secondes, je vais vérifier. Alors, 30 secondes. Je vous dis déjà quelle est la... Bon, ça y est, par exemple, pour le test qui concerne 570 maladies, la probabilité d'avoir quelqu'un qui soit porteur d'au moins une maladie est de 55%. Si on change au test 2200 maladies, cette probabilité est de 67%. Donc, le nombre moyen de mutations par personne est de 1,7 dans le test 570 et de 67%, et de 2,7 dans le test de 2200 maladies. Et donc, ça signifie que c'est plus probable d'avoir quelque chose que d'avoir rien. OK? Et donc, enfin, donc, il faut que les patientes soient au courant. Ça va arriver, c'est ce que je dis toujours. Ça va arriver. Vous serez porteur de quelque chose. Donc, pensez ce que vous faites avec cette information. Si vous êtes en paix avec ça, si vous êtes préparé pour le gérer, on avance. Si vous n'êtes pas préparé, donc réfléchissez bien. Et donc, c'est à ce moment que normalement, il y a des rendez-vous de génétique médicale. Parfois, c'est le gynécologue qui indique ce type de test. Et ensuite, quand nous avons les résultats, les patients parlent avec la généticienne. Donc, il y a cette gestion pour aider les personnes à comprendre les résultats de ce type de test. Mais c'est quelque chose qui est très important et surtout, et Adva, vous connaissez des cas particuliers de personnes qui ont même fait ce type de test et que après, ils ont simplement dit, j'oublie ça parce que c'est tellement compliqué tout ça, parce que ça ajoute des coûts, parce qu'il faut tester chaque nouvelle donneuse, etc., pour faire le matching. Et donc, il y a une séquence de coûts et de procédures. Ça cause des délais pour organiser un traitement, parce qu'on ne peut pas le faire sans tester la donneuse, sans faire le matching. Il y a parfois des tests, bon, ce sont nos données, nous avons tous les données, mais parfois il y a des patientes qui font des tests avec lesquels nous ne travaillons pas par routine, et donc il faut faire le même test à la donneuse à cause des différents types de mutations. Donc il y a vraiment pas mal de choses à considérer. Et donc, dès que les décisions sont prises d'une façon informée, de notre côté, aucun souci. Mais c'est le plus important ici. Dans le cas d'un couple, justement, qui aurait un enfant, un antécédent avec une maladie, est-ce qu'ils peuvent tester cette maladie en particulier ou est-ce qu'il faut qu'ils fassent plutôt ce career test où il y aurait plusieurs maladies et du coup révéler d'autres maladies qu'ils n'avaient pas pris en compte? Non, en principe, s'ils ont un enfant qui est porteur d'une maladie génétique, on devra faire des DPI, c'est-à-dire le diagnostic
préimplantatoire pour cette maladie monogénique spécifique. Parce qu'en effet, si on sait déjà que l'enfant est porteur d'une maladie, ce n'est pas la peine de le tester pour des autres maladies. Bien sûr, personne n'est pas libre d'avoir Autre une chose. maladie en commune avec une certaine donneuse. Okay? Mais je dirais que c'est extrêmement rare que ça arrive. Okay? Donc, impossible, non, mais très, très, très peu probable. Alors, et donc, ce n'est pas un des cas dans lequel nous conseillerons ce type de test. Ce type de test, c'est plutôt pour, parce que quand on fait un don, on va introduire dans notre famille une troisième personne. Et ça gère toujours, ça peut originer toujours un peu de stress, okay? Parce que ce n'est pas les ovocytes de la femme, par exemple, dans le cas des ovocytes. Donc, il y a toujours des petites choses. Et bien sûr, la dernière chose qu'on souhaite, c'est d'emporter des complications pour le sein de notre famille, surtout parce qu'on a déjà une complication qui est le fait de devoir recourir aux dons d'ovocytes. Et donc, par cette raison, les patients demandent ce type de garantie parce qu'en réalité, le risque n'est jamais nul, même avec ce type de test très poussé, il y a toujours quand même un petit risque résiduel, mais ça va diminuer énormément. Okay? Et donc, ça va sans doute aider les patients. Je vous donne, il y a, c'est-à-dire, il y a je vous donne un exemple, c'est un exemple d'une maladie récessive, c'est bon, c'est le syndrome triple A, aclasia, addisonisme, alacrimia. Bon, c'est une maladie génétique de laquelle vous n'avez sûrement entendu parler, moi non plus. Et donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Le risque d'être porteur de cette maladie, ça change avec la population d'origine, mais dans la population européenne, caucasienne par exemple, c'est 1 sur 466. Après la réalisation de ce test, le risque est de 1 sur 8266. Okay? Donc, le risque n'est jamais nul. Okay? Et donc, si les patientes et le donneur et la donneuse, par exemple, ne sont pas testés, la probabilité d'avoir cette maladie est de 1 sur 1 million. Okay. Donc, il y a 900 099 999 999 tout à chances. fait, Voilà. personnes qui ne portent pas la maladie et une personne qui la porte. Okay. Bien sûr, pour cette famille, c'est la catastrophe, mais c'est ça le risque. Si par exemple, une des personnes est positive dans ce test, le risque passe à 1 sur 33 000. Okay? Si les deux personnes sont positives, le risque passe à 1 sur 4. Okay? Donc, c'est ça la différence. 1 sur 1 million au début, 1 sur 4 si les deux sont porteurs. Bien sûr, c'est extrêmement rare que ça arrive, mais ce n'est pas impossible. Okay? Donc, c'est pour cette raison qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas contre. Je pense que votre mot, c'est préférable. Je suis un peu réfractaire. Okay? Voilà. Il faut bien réfléchir à toutes les conséquences de le faire. Et comme vous dites, ça donne un sentiment de sécurité. C'est vrai que ça augmente la sécurité, beaucoup, mais ça ne garantit pas la sécurité à 100%, effectivement. Et pensez à ça. On va tester des patientes pour des maladies extrêmement rares. Okay? 1 sur 1 million dans cet exemple. Dans l'exemple suivant dans la liste est 1 sur
54 918 personnes, donc 1 sur 554 918. La maladie suivante, 1 sur 29 000. La maladie suivante, 1 sur 678 000. Donc, c'est toujours un peu comme ça. OK? Voilà, vous allez tester finalement une liste, donc soit 250, c'était combien c'était? Donc de toute façon, les donneuses sont testées pour 70 maladies. Oui. Vous proposez soit de tester 250, c'était ça? Non, on propose de rester avec les maladies initiales parce Voilà. que ce sont déjà les plus fréquentes. OK? Ouais. Non, mais dans le cas du carrière test, c'est 500 ou 2500, c'était ça? Non. Oui. Oui, parce que ça fonctionne avec des bilans de maladies. OK? Et c'est extrêmement facile. Pour le faire, c'est juste envoyer une prise de sang au laboratoire qu'il pratique. Il y a pas mal de laboratoires au marché. Normalement, nous travaillons avec Igenomix, donc on envoie, c'est en Espagne, un laboratoire international. Et donc, on envoie, ce type de test s'appelle CGT. Pardon. C'est le CGT plus, sauf erreur, quelque chose comme ça. CGT Exome. Le CGT Exome, c'est pour 2200. Le CGT plus, c'est pour 170. Et donc, c'est ça. Nous nous organisons avec les laboratoires. Bien sûr, il y a parfois des patients qui arrivent ici après avoir été testés en Espagne avec un autre test. Et donc, on peut simplement envoyer une prise de sang de la donneuse pour le laboratoire pour assurer que le test soit le même à cause des variantes. C'est désolé. Il y a une question justement de quelqu'un qui dit moi j'ai la thalassémie, beaucoup de Portugais l'ont. Ça, je crois que la thalassémie, c'est une des maladies qui est testée de toute façon, non? Et testée toujours. Voilà, donc voilà, là, il n'y a pas même besoin de faire parce que la donneuse, on va écarter les donneuses, non, qui ont la thalassémie ou pas? Oui, Voilà. elles sont écartées. Voilà, parce qu'il y a trop de probabilité qu'un homme ait la thalassémie que le donneur, donc on ne va même pas besoin de faire carrière test, c'est les tests de base et là, on écarte les donneuses. Ça, c'est pour... Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on le saura dès le début. Si elle porte la thalassémie, elle ne sera pas autorisée à participer, à faire un don. C'est une des maladies légalement obligatoires. C'est la thalassémie, l'atrophie musculaire spinale, le X-fragile et la microviscidose. Ce sont les maladies légalement obligatoires. Voilà. Et là, si elles ont une des quatre, parce que c'est celles qui sont les plus probables dans la population, eh bien, on les écarte et elles ne sont même pas choisies en tant que donneuses. Oui, et la thalassémie, exactement, c'est bien ça. Je crois qu'il y avait aussi une question au niveau des embryons, si vous garantissiez des embryons. Et ça, alors nous, on l'a mis aussi sur le site et on l'a partout, qu'on a plusieurs garanties. Il y a 3. On l'a ensemble et ça, ce n'est pas une garantie que vous proposez d'habitude, c'est 5. Et il y a même plus, je crois. Voilà. Non, normalement, nous travaillons avec des garanties de 2, 3 ou 5 embryons. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que je dis toujours, quand on travaille avec des cellules humaines, nous ne pouvons pas contrôler ce qu'on va avoir. Parfois, on a 12 blastocystes, parfois, on n'a aucun. OK? Ça arrive. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce que va se passer si nous n'avons pas le nombre d'embryons accordés. Et donc, quand vous prenez, par exemple, une garantie de 5, ça signifie que si vous avez 5, donc c'est parfait, on avance. Si vous avez 3, vous avez le droit à un nouveau cycle qui inclut 100 coûts additionnels. Okay? Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est toujours comme ça. Les garanties servent exactement pour éviter des surprises
et pour contrôler les choses, pour essayer de donner un peu de contrôle, surtout financier, aux patientes sur une procédure qui est complexe et dans laquelle nous ne contrôlons pas tout. Ouais. Et j'ai une question, Vladimiro, parce que je sais qu'en Espagne, et je me posais la question pour le Portugal, je sais qu'en Espagne, par exemple, si on a une garantie de 5 blastocystes, si on a une grossesse, en fait, et qu'on a par exemple 3 blastocystes, mais qu'on a une grossesse, on ne va pas vous redonner des blastocystes. Le but, en Espagne, on ne crée pas d'embryons qui n'ont pas de... pour rien, en fait. Est-ce que vous, par exemple, si on prend la garantie 5 blastocystes, que la personne est enceinte au bout du 3e, est-ce que vous allez quand même refaire un cycle ou pas? C'est-à-dire que... Sans doute. D'accord. Ok. Ouais. Donc, et au contraire de ce qui se passe en Espagne, au Portugal, les embryons obtenus appartiennent tous aux patientes. C'est-à-dire, en Espagne, c'est aussi comme ça, sauf pour le double don. Okay? Dans le cas des double dons, il y a des cliniques qui font des embryons de banque pour les vendre à des patientes qui souhaitent avoir un double don. Ici, non. On n'a pas le droit de créer des embryons de banque. Les embryons doivent toujours, appartiennent toujours à quelqu'un, à une patiente ou à un couple. Et donc, ils devront être congelés pendant 3 ans avant de pouvoir être donnés. Donc, et l'autre chose, c'est que tous les embryons obtenus appartiennent aux patients. Donc, si nous avons une garantie de 100 et on n'a que 3, même que vous accouchez un enfant, vous aurez toujours le droit à un nouveau cycle ou à autant de cycles que nécessaire pour atteindre le nombre d'embryons accordés. Minimum. Mais si nous avons plus, c'est... Donc, ça peut être intéressant justement dans le cas où on se dit, ben, notre idée, c'est d'avoir deux enfants minimum. C'est vrai que 5, c'est un bon nombre. Si on veut qu'un enfant, 5, ça peut être beaucoup. Voilà, parce que voilà, c'est un peu la stratégie de se dire qu'est-ce qu'on veut. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de la capacité de la personne à pouvoir accepter l'embryon, le côté immunitaire, vasculaire et autres, parce qu'effectivement, on n'est jamais sûr, même si les embryons sont de qualité, à pouvoir, que l'embryon va s'implanter et que ça fasse une grossesse évolutive, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Et donc, ce que j'ai dit toujours aux patientes, c'est ça. Si vous avez le but d'avoir plus qu'un enfant, je pense que la garantie de 5, c'est très adapté parce que si vous avez 5, donc parfait, 5, c'est un excellent nombre. Sinon, vous essayez 2 fois et ça peut marcher. Si vous me dites, bon, mais moi, je souhaite avoir un enfant et ensuite je prendrai la décision si je continue ou pas. Dans ce cas, c'est la garantie de 2 ou 3. C'est peut-être plus adapté parce que ça ne va même pas créer des embryons surnuméraires que pour des patientes. Bon, c'est moins probable, ça peut arriver parce qu'au laboratoire, c'est ce que je dis toujours aux patientes. On traite tous les cas de la même manière. Donc, les ovocytes arrivent, on va les féconder, on va essayer d'avoir le maximum d'embryons possible. Et donc, voilà, c'est ça. On avait encore des questions, il me semble, hein, oui. Il y a des donneuses asiatiques au Portugal. Il y a des donneuses asiatiques, mais pas tous les jours. Ouais. C'est un problème pour tout le monde. Nous avons, pour n'aller pas plus loin, même ce matin, juste avant de vous appeler, j'étais en train de répondre à un monsieur qui me demandait la même chose. Peut-être que c'est lui qui nous écrit, je ne sais pas. Mais bon, c'est... Bon, on ne peut pas le dire, il y a le secret médical. Donc, et oui, nous avons des données asiatiques de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, il y a des périodes d'attente pour les données asiatiques. Vous avez par contre, vous avez des ovocytes congelés, non, de donneuses asiatiques? Oui, non, nous avons notre propre banque d'ovocytes congelés, mais pas pour les données asiatiques. Parce D'accord. que nous Il me utilisons toutes il me les... semblait un moment, d'accord, mais peut-être que vous en avez plus parce que vous les avez utilisés.
Oui, c'est ça. Ouais, Nous l'avions au passé, mais ensuite ils ont tous été utilisés et donc c'est ça, c'est on ça. n'a aucun plus. Ouais. Alors, en tout cas, hésitez pas Alors, il y avait aussi une autre question, une personne qui disait, j'ai fait 2 emails à Ferticentro, j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est OK. aussi un petit... Alors, bon, euh, Mhm. on vous remonte l'information. Maintenant, n'hésitez pas. Alors, la personne, on est déjà en contact sur Instagram. On va faire un email à Katharina, qui est l'assistante du docteur Silva. Ça, c'est aussi la force de l'organisation. Quand vous passez par une organisation telle que nous, bah, si vous n'avez pas de réponse, nous, on sait chercher la réponse. On va activer, donc n'hésitez pas. Et puis, ben, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais on a discuté avec la clinique pour que vous ayez aussi des tarifs préférentiels, parce que pour nous, ben, c'est la force de l'organisation de pouvoir avoir plus de monde, envoyer plus de monde, donc du coup, avoir des tarifs qui sont moins chers. Et aussi, nous, on essaye de faire une partie de votre travail, c'est-à-dire qu'on essaye déjà de vous envoyer des gens qui sont déjà plus aptes à faire un traitement. Et donc, c'est cette partie donnant-donnant de se dire, bah voilà, du coup, ces personnes sont plus... C'est pas juste de l'information, nous, on filtre en fait l'information. Oui, Donc, et je voudrais ajouter quelque chose. Bon, tout d'abord, par rapport à cette personne qui est en attente, c'est vrai qu'actuellement, nous avons euh, beaucoup d'emails qui arrivent tous les jours. On a environ 250 nouveaux emails tous les jours. Ok. Nous avons pas mal de personnes qui répondent. Notre clinique a déjà presque 50 personnes qui travaillent à la clinique, mais et nous avons 8 personnes qui sont tous les jours sur les emails. Il y a des choses que je demande aux patients de ne pas le faire. Si vous envoyez deux emails sur le même sujet, votre mail, nous travaillons avec Google, donc les emails s'agrègent les uns à les autres, et donc votre email sera immédiatement le dernier de la liste. Okay? Donc, c'est complètement contre-productif de le faire ça. Il y a des personnes qui nous envoient des emails tous les jours, et donc, et on ne le sait pas parce que cet email va toujours pour la fin de la liste. Et donc, au moment où on trouve le mail, c'est une, C'est si, trop si tard. cette patiente n'aurait pas envoyé qu'un email, ça serait déjà répondu. Mais comme elle a envoyé à répétition des emails, elle, 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 elle déménage son email pour la fin de la liste à chaque fois. OK? Donc, c'est complètement contre-productif. L'autre chose, c'est que, bien sûr, on essaye de répondre que ça n'arrive pas. OK? Le, c'est par cette raison que nous travaillons avec Adva et Julie. C'est bien sûr pour que si ça arrive, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, que des informations que vous ne comprenez pas, des doutes, des délais de réponse, enfin, moi je suis aussi disponible bien sûr, mais dans ce cas, profitez de Adva et Julie parce qu'elles sont ici exactement pour ça pour aider à la communication. Elles savent à qui est-ce qu'elles doivent parler à l'intérieur, au sein de nos équipes. Il y a parfois des choses qui ne sont pas faciles. Par exemple, je me souviens, il y a des patientes qui nous envoient des questions pertinentes, okay, mais qui sont complexes, qui doivent être répondues par le médecin qui est en charge de son cas. Ça, c'est pas immédiat, donc il faut demander au médecin, répondre. Normalement, ça prend toujours 2, 3 jours, c'est le normal. Il y a des choses qui sont extrêmement simples. Et donc, mais encore une fois, profitez de l'aide de Adva et Julie parce que ça va fonctionner beaucoup mieux avec votre aide. Et en même temps, de notre côté, il y a l'intention de que ça arrive jamais. OK? Bien sûr, parfois, on ne peut pas l'éviter à cause du nombre très élevé de demandes. Est-ce qu'on a d'autres On a vu une dernière sur le délai pour avoir une donneuse sans forcément parler d'asiatique en général, une donneuse. Ça dépend un peu.
Normalement, selon notre protocole, c'est à partir du moment où nous avons le sperme, soit un donneur de sperme, soit le sperme de l'élément masculin, c'est 2 à 3 semaines pour avoir une donneuse. Okay. Bien sûr, il y a des patientes qui refusent 15 donneuses. Okay. Ça arrive. Et donc, si ça arrive, si les patientes refusent toutes les donneuses que nous proposons, on peut proposer notre donneuse. Vous m'entendez? Hein? Je pense que c'est bon. Donc, bien sûr, si vous acceptez la donneuse dans l'immédiat, c'est plus rapide. Donc, il y a des choses qui sont rapides et donc on peut le faire parfois presque d'un jour à l'autre. Il y a des situations, bien sûr, des phénotypes plus rares que les Asiatiques, ça prend un peu de temps. Bon, il faut qu'on vérifie exactement des détails. Parfois, il y a des groupes sanguins plus rares. Il y a des personnes qui nous demandent des choses très particulières. Ça arrive pas mal de fois que les patientes nous donnent 15 critères innégociables, qui ne sont pas négociables parce que la donneuse doit correspondre à tout ça. Et donc, parfois, il n'est pas impossible, mais ça prend un peu plus de temps. Et encore une fois, comme on parle que des dons non anonymes, c'est une grande responsabilité de la clinique d'être sûr que les caractéristiques demandées correspondent à ce que la patiente souhaite. Et voilà, c'est ça. Donc, au final, tout dépend de l'exigence de la patiente. Oui, c'est ça. Et un peu de la chance, ok, parce que ça dépend vraiment. Mais sans une exigence particulière pour une donneuse portugaise, etc., le processus, c'est presque immédiat. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? On parlait de grade de blastocyste, mais bon, ça va être un peu long à expliquer. Je pense qu'on en reparlera peut-être une Mais autre je pense de toute façon, quand vous dites vous garantissez 3 blastocystes, 5, c'est des blastocystes de bonne qualité. Oui, sans doute. Et c'est une garantie post-décongélation, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement des blastocystes pour congeler, c'est aussi des blastocystes qui survivent à la décongélation en bonne condition. Okay? Voilà. Donc, c'est en fait un blastocyste qui a toutes les conditions pour être congelé, décongelé et qui puisse évoluer à une grossesse favorable, en fait. Oui, exactement. Voilà. Et nous ne congelons que des blastocystes de bon pronostic. Nous ne congelons pas des blastocystes à mauvais pronostic. C'est la peine. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon. Bon, de toute façon, nous, on pourra aussi répondre à vos questions si vous prenez un appel d'orientation avec Julie. Aussi sur les réseaux, on est là pour vous aider. Après, il y a toujours des questions très spécifiques qu'on doit redemander à la clinique, mais la clinique est toujours disposée à justement nous donner les réponses. Donc, si les réponses, on ne les a pas, on va les demander. Mais je pense qu'on en sait maintenant un peu plus sur le Portugal. Il y avait une question hier que j'ai eue parce que j'ai fait un live. On me demandait si la qualité était aussi bonne qu'en Espagne, parce que ça, c'est quand même, je pense, important pour les gens. Et ça, bon, vous l'avez répondu en fait au départ, mais c'était un peu pour clarifier. C'est-à-dire que ce qui est important dans une clinique, c'est avoir un laboratoire qui soit de qualité, qui ait les derniers instruments. Et là, vous venez de déménager, vous avez repris tous les dernières technologies disponibles. Je veux dire, ça évolue. Et les bonnes cliniques évoluent avec l'évolution, c'est-à-dire ont toujours du matériel de pointe, avec des personnes dans les laboratoires, les médecins qui se forment. Et ça, c'est le cas. Vous me disiez l'autre fois qu'il y avait beaucoup d'échanges justement entre le Portugal, l'Espagne, vos médecins qui font des stages au Portugal, en Espagne, les médecins d'Espagne qui viennent, qui font de l'échange. Donc, il y a vraiment de l'échange. Donc, au niveau
FertiCentro a la capacité de vous donner le meilleur traitement parce que voilà, c'est finalement la qualité du laboratoire, la qualité du médecin et le traitement individualisé, c'est de pouvoir vraiment prendre en compte toutes les situations. Et ça, c'est ce que font les médecins aussi de FertiCentro. Et puis on le répète encore avec Julie, c'est aussi la préparation qui est importante aussi avant d'aller faire son traitement. Et ça, on peut vous aider aussi là-dedans avec Julie pour le côté préparation. Oui, et je peux juste ajouter une petite chose, peut-être des astuces pour trouver une bonne clinique. Bon, c'est pas à moi de dire si nous travaillons bien. Je pense que oui, sinon je ne serais pas ici. On fait nos meilleurs efforts pour que tout fonctionne très bien. Et donc, c'est pas à moi d'établir une comparaison avec d'autres cliniques. Mais il y a quelque chose, il y a des cliniques de très bonne qualité en Espagne. Il y a aussi des cliniques de mauvaise qualité, soit en Espagne, soit dans des autres pays. Donc, je ne pense pas que le pays soit la condition, c'est plutôt un peu le type de clinique. Qu'est-ce que je dis toujours aux patientes comme astuce pour trouver une bonne clinique? Bon, tout d'abord, le niveau de technologie, parce que il y a des choses que, je vous donne un exemple classique, l'embryoscope. L'embryoscope est un incubateur spécial avec une vidéocaméra incorporée qui est extrêmement cher. Okay? Donc, s'il y a une clinique qui fait un investissement dans un outil qui est très cher, qui coûte 200 000 euros, mais qui n'est pas, mais vous pouvez le faire avec un incubateur qui coûte 20 000 euros. Donc, si cette clinique a l'embryoscope, ça signifie que c'est une clinique qui fait un investissement dans la qualité des soins, qui est dirigée vers les résultats, qui est enfoqué pour faire un service de qualité. Si vous n'avez pas ça, ça signifie que c'est une clinique qui n'a pas cette priorité, très probablement. Ça, c'est une indication. L'autre chose, c'est le type de traitement, l'expérience, soit de la clinique en tant que clinique, soit des personnes qui travaillent à la clinique. Et donc, tout ça, ce sont des indicateurs d'un côté de compétences techniques, mais aussi de niveau d'investissement, parce qu'on voit actuellement pas mal de cliniques qui investissent beaucoup en publicité, mais qu'au niveau de la technologie disponible, au niveau de ce qui compte réellement, les choses n'accompagnent pas l'investissement en publicité. Et donc, ça, c'est une petite astuce de trouver le niveau technologique de la clinique parce que normalement, c'est un excellent indicateur du reste. Parce que si vous investissez dans des bons outils au laboratoire, vous investissez aussi dans la formation de vos embryologues, de vos médecins. Il y a une structure dédiée, il y a des personnes qui contrôlent et surveillent les procédures, etc. Donc, il y a une manière de travailler enfoquée dans la qualité. Si vous avez un niveau faible ou moyen de technologie, très probablement, ça, c'est un mauvais signe. Non, ça, c'est clair que c'est ce qui fait, c'est pas vraiment le pays finalement, mais c'est vrai que les gens, comme ils ont cette idée que l'Espagne est beaucoup plus avancée, c'était pour ça que je faisais une comparaison par rapport au pays. Mais comme vous dites, pour moi, c'est surtout le pays, c'est vraiment ce qu'on veut y trouver, notamment le don non anonyme, ce que vous nous avez proposé, mais aussi le prix, parce que les traitements au Portugal sont quand même un peu moins chers qu'en Espagne. Donc ça peut être aussi un critère de décision. Mais après, c'est vraiment la clinique aussi, la qualité de la clinique et ce dont vous avez parlé, effectivement, Dr Silva. Merci beaucoup en tout cas, c'était très gentil d'être là avec nous.
Non, Et puis, nous, on reste à disposition pour répondre à vos questions et puis à vous mettre en contact avec la clinique, ce qui vous permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de bénéficier de rabais et justement de pouvoir, au niveau de la discussion, des fois, de remonter aussi dans la ligne des emails. Ça, c'est le petit plus si jamais. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de journée et un bon week-end. À Bonne vous. journée. À vous. Merci beaucoup, Diane. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.